Madame, monsieur, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver sur Télésud pour votre édition de la mi-journée. Et à la une de ce mardi 15 novembre, la reprise des combats en République démocratique du Congo entre l'armée régulière et les rebelles du M23. Uhuru Kenyatta, le facilitateur de l'EAC, appelle à déposer les armes. Une caravane africaine pour le climat réunissant 375 organisations et 28 pays à travers le continent s'est fait entendre aux abords de la COP27 en réclamant une justice climatique en Afrique. Et en Ukraine, la guerre continue et parmi les soldats morts sur le front, on dénombre un Zambien de 23 ans enrôlé de force alors qu'il purgeait une peine de prison à Moscou. Je vous le disais, de violents combats à l'arme lourde entre l'armée et les rebelles du M23 se sont poursuivis hier lundi à une vingtaine de kilomètres au nord de la grande ville stratégique de Goma, dans l'est de la RDC. Uhuru Kenyatta, l'ancien président kényan et facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour la paix en RDC, appelle à déposer les armes. On fait le point sur la situation avec Émeric Torignon. Ils sont déterminés à en finir avec cette agression des rebelles du M23. Ces jeunes de l'Est du Congo démocratique vont bientôt s'ajouter à l'effectif des forces armées de la RDC au front non loin de Goma. Depuis lundi, les combats se sont intensifiés. L'armée est parvenue à stopper l'avancée des rebelles à Kimbumba, à une vingtaine de kilomètres de la grande ville de l'Est. Nous avons repoussé l'ennemi, mais aussi il a connu beaucoup de pertes. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes en train de les attaquer en profondeur. Ils sont en train de reculer et l'objectif des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est de ramener cette agression d'où elle est venue. Alors que les combats se poursuivent sur le terrain, la communauté des États de l'Afrique de l'Est mise sur la voie diplomatique pour aboutir à la fin des hostilités. Lundi, le facilitateur de l'EAC, l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta, a exhorté les groupes armés qui sévissent en RDC à déposer les armes et privilégier le dialogue. Le message que nous voulons faire passer est le suivant. Tous les groupes armés doivent déposer leurs armes et choisir la voie de la paix par le dialogue. Rien ne peut être gagné par la force d'une arme. Depuis la reprise des combats dans l'est du pays, les camps de déplacés à Goma et environ débordent. À Kanyaruchinya, par exemple, le nombre de déplacés avoisine les 40 000 et la situation devient de plus en plus critique. Le peuple veut la paix. Le peuple est fatigué de la guerre. Des milliers de personnes sont mortes et beaucoup d'autres ont été déplacées à l'intérieur du pays. Malgré la montée des tensions, Uhuru Kenyatta poursuit ses consultations dans le pays. Dimanche, il a rencontré le président Félix Tshisekedi avant de s'entretenir lundi avec la chef de la MONUSCO. D'autres rencontres sont prévues ce mardi. Elles permettront de préparer la prochaine session de pourparlers de paix sur la RDC, prévue le 21 novembre à Nairobi. Cette session réunira le gouvernement congolais et les groupes armés qui opèrent dans l'est de la RDC, sauf la rébellion du M23, soutenue par Kigali selon Kinshasa. Après la France et la Suède, la Grande-Bretagne a annoncé hier qu'elle retirerait ses troupes du Mali. Les troupes britanniques déployées dans le pays dans le cadre de la mission onusienne MINUSMA ne croient plus en la paix au Mali après les coups d'État qui se sont succédés entre août 2020 et mai 2021. Et on reste au Mali, où la fermeture de la chaîne privée Joliba TV News continue de susciter beaucoup de réactions de la part des associations professionnelles de la presse du Mali. Aujourd'hui, ils demandent à ce que l'instance de régulation de l'audiovisuel du pays reconsidère sa décision. Du côté des équipes de Joliba TV, on se fait peu d'illusions, conscient que la chaîne était depuis un petit moment dans le viseur de l'organe régulateur. Reportage de notre correspondant au Mali, Bourema Soulo.
Écran noir dans les studios de la première chaîne d'information en continu Djoliba TV News. Ceci est la conséquence de la décision de la Haute Autorité de la Communication, l'instance de régulation de l'espace médiatique au Mali. Une décision qui suspend les émissions de Djoliba TV News pour une durée de 2 mois. Et pour cause, l'organe de régulation reproche à l'émission L'éditorial diffusée le 30 septembre dernier de colporter des propos diffamatoires et des accusations infondées concernant l'instance de régulation, les menaces sur la liberté d'expression dans le pays et les autorités de la transition. Pour le personnel de la chaîne, la Haute Autorité de la Communication s'est montrée trop sévère dans sa décision. Elle a passé un peu à côté en fermant Djolima. C'est sévère pour moi. C'est aller à l'excès, je veux dire, parce que quand tu décides de fermer une chaîne, c'est comme si tu décides de mettre fin à la liberté de la presse dans un pays. Pour l'auteur de l'éditorial, il n'y a pas eu de manquement à l'éthique et à la déontologie dans son travail. Du moins, c'est l'avis des pairs, précise-t-il. Puis on a l'habitude de dire que journaliste, notre tribunal c'est notre conscience et nous ne reconnaissons en matière professionnelle que la juridiction des pairs. Et les pairs, tous les journalistes, les confrères ont regardé, ont visionné l'élément incriminé par la HAC et n'ont rien trouvé à reprocher à l'éditorial incriminé par la HAC. Ce directeur de publication du journal La Preuve abonde dans le même sens que l'éditorialiste de Djoliba TV News. Pour lui aussi, l'instance de régulation est sortie de son rôle. C'est avec inquiétude que nous avons pris cette décision de suspension de la télévision. Surtout quand on se réfère sur une partie de la lettre de la HAC où on dit que l'édito utilise des tons péjoratifs contre les autorités. Cela est écœurant, c'est révoltant. Je ne pense pas que la presse soit là pour caresser les autorités dans le sens du poil. Depuis l'annonce de la suspension de la télévision Djoliba TV News, l'association malienne des télévisions privées, Amatel, a pris le problème en main. L'association espère une probable annulation de la suspension. Donc nous venons de quitter la HAC tout à l'heure. Nous nous sommes entretenus avec les responsables de la HAC, notamment le président accompagné de ses membres. Et la rencontre s'est très bien passée. Donc je pense que dans les jours à venir, ça ira. L'entretien qu'on a eu à faire aujourd'hui est très satisfaisant. Depuis l'annonce de la mise en demeure de la chaîne jusqu'à sa suspension, la presse malienne n'a pas cessé d'alerter d'une possible menace à la liberté de presse au Mali. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prorogé lundi le mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, la MINUSCA, jusqu'au 15 novembre 2023. Il a été aussi décidé de maintenir son effectif maximal de militaires, c'est-à-dire à 14 400 et 3 020 policiers précisément. Depuis le début du mois de mars 2022, le choléra a tué 214 personnes au Malawi et a enregistré près de 75 500 cas. Selon l'ONU, ce petit pays d'Afrique australe n'avait pas connu une telle épidémie depuis 10 ans. Si pour les observateurs, les infections après le pic du mois dernier sont en diminution, pour les autorités, il est primordial de protéger les touristes de cette épidémie. Valentine Exantus. À quelques pas du lac Malawi, le personnel médical traite un patient infecté par le choléra. Dans le district de Salima, l'un des hauts lieux touristiques du Malawi, 22 personnes ont perdu la vie et plus de 764 cas sont enregistrés. Il s'agit de l'un des districts les plus touchés par l'épidémie de choléra. Cependant, l'activité touristique n'a pas cessé. Mais les autorités du pays demandent aux touristes d'agir avec prudence. La baie de Senga est toujours aussi belle. Le lac est magnifique, mais comme toute chose, il faut toujours penser à la sécurité avant tout et vous ne pouvez pas arrêter de faire quoi que ce soit. Il suffit de penser à la sécurité et de suivre les procédures correctes pour être en sécurité. Cette maladie, qui se contracte généralement à partir d'aliments ou d'eau contaminée, a coûté la vie à plus de 214 personnes dans tout le pays. Pour tenter de limiter les cas de contamination, qui risquerait de mettre en danger la vie des touristes, les responsables de prévention sanitaire du pays ont mis en place des actions de sensibilisation et d'information des touristes.
Pour les personnes qui gèrent les lodges et les hôtels, nous les avons mobilisés et leur avons demandé de prévenir leurs clients lorsqu'ils viennent à Salima, que nous avons une épidémie de choléra et qu'ils doivent prendre des mesures préventives pour éviter qu'ils ne contractent le choléra lorsqu'ils quittent le district, car la plupart des gens se rendent à Salima pour son lac. D'après l'OMS, l'épidémie actuelle de la maladie au Malawi est la plus grande enregistrée ces 10 dernières années. L'OMS et l'UNICEF ont annoncé cette semaine que le pays avait reçu 2,9 millions de doses de vaccins afin d'intensifier sa campagne contre la maladie. Le respect des règles d'hygiène élémentaires est à ce jour le mode de prévention le plus efficace contre la maladie. Ces derniers jours, l'épidémie a semblé montrer des signes de ralentissement. Au Congo, le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, mais également le président de la CEDEAO en exercice, a été reçu à Pointe-Noire par le président Sassou Nguesso. Lors de leur tête-à-tête, les deux chefs d'État ont abordé les questions de coopération bilatérale entre leurs deux pays, ainsi que la situation sécuritaire dans certaines régions du continent. Les détails avec Louis-Marcel Satou. L'avion transportant le président de la République de Guinée-Bissau a foulé le sol congolais par l'aéroport international Antonio Agostinho Neto de Pointe-Noire. C'était en début de soirée du dimanche 13 novembre 2022 où Umaro Sissoco Embalo a été accueilli par le président Denis Sassou Nguesso. Dans le cadre des rencontres régulières entre les deux chefs d'État, en témoignent les relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Congo et la Guinée-Bissau. Au cours de leurs échanges, Denis Sassou Nguesso et Umaro Sissoco Embalo auraient abordé la situation sécuritaire dans certains pays d'Afrique en cours de transition avec l'espoir qu'ils en sortiront triomphalement au bénéfice de leur peuple. D'autres sujets à l'occasion de leur tête-à-tête, la COP27. Denis Sassou Nguesso aurait réitéré l'option de l'instauration d'une décennie de l'afforestation telle qu'il a annoncé à Sharm el-Sheikh en Égypte lors de sa prise de parole à la plénière de cette grand-messe. Les questions de coopération bilatérale avec en toile de fond la dynamisation des relations entre Bissau et Brazzaville par l'instauration d'une commission mixte de coopération ont marqué ce tête-à-tête. On rappelle, la dernière visite du président Umaro Sissoco Embalo remonte à mars 2021 à Oyo dans le département de la Cuvette. Je vous l'annonçais en titre, en Égypte, une caravane africaine pour le climat réunissant 375 organisations et 28 pays à travers le continent s'est fait entendre aux abords de la COP27 pour réclamer une justice climatique en Afrique, mais également pour demander à ce que les pays les plus riches prennent en charge les dégâts causés par le réchauffement climatique. Valentine Exantius. Dans les rues de Sharm el-Sheikh en Égypte, des militants scandent les noms de différents pays africains. Alors que la COP27 entre dans ses derniers jours, ils sont venus réclamer une justice climatique pour le continent africain. Beaucoup parmi les manifestants dénoncent les pertes et les dommages causés par les changements climatiques sur le continent. Inquiets pour l'avenir climatique de l'Afrique, ils appellent à mettre fin aux débats inutiles pour passer aux actes. Nous voulons des actes, nous ne voulons pas qu'ils détournent l'attention, nous ne voulons pas de spectacle, nous voulons une action climatique et nous voulons une justice climatique. Nous marchons pour faire entendre notre voix. Selon les Nations Unies, l'Afrique qui émet moins de 4% des émissions mondiales de CO2 subit les plus lourdes conséquences du changement climatique. Les activistes soulignent que les populations autochtones sont bien souvent parmi les premières victimes. Notre planète est en train de mourir parce qu'ils prennent son sang tous les jours. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous devons nous lever tous pour la planète, pour le droit des peuples indigènes, ici, dans cette COP, maintenant, en Égypte. Dans les sillages des manifestants, le ministre sénégalais de l'Environnement a dénoncé l'absence de leadership et d'ambition en matière d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Comme lui, manifestants et participants à la COP27 lance un appel pour des actions climatiques urgentes avant qu'il ne soit trop tard. Et on reste à la COP27 où Ruslan Strelet, le ministre ukrainien de la protection de l'environnement et des ressources naturelles, a pointé la responsabilité de la Russie pour le désastre écologique et environnemental qu'elle est en train de produire avec sa guerre contre l'Ukraine. On l'écoute. Aujourd'hui, notre État lance la plateforme mondiale pour l'évaluation des dommages environnementaux causés par les actions militaires.
La Russie doit être tenue pour responsable, non seulement envers l'Ukraine, mais aussi envers le monde entier, devant chaque être humain, et pas seulement devant l'homme. Nous appelons chacun à rejoindre la lutte pour la vie de la civilisation humaine. Non seulement l'Ukraine, mais le monde entier devrait exiger la responsabilité de la Russie. Et justement, l'Ukraine où la guerre se poursuit malgré la reprise de Kherson par les hommes du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui n'a pas hésité à se rendre sur place pour remercier ses soldats. Du côté de la paix, Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait continuer à parler à Vladimir Poutine, grand absent du sommet du G20 en Indonésie, et noté, comme je vous le disais en titre, qu'un Zambien de 23 ans a trouvé la mort sur le front après avoir été enrôlé de force. Les détails avec Aymeric Torignon. Autour du drapeau ukrainien hissé devant ce bâtiment de l'administration de la région de Kherson, Volodymyr Zelensky et des soldats chantent l'hymne de leur pays. 3 jours après le retrait de l'armée russe de ce territoire du sud de l'Ukraine, le président a effectué ce lundi une visite dans la région. Dimanche soir, avant son déplacement à Kherson, Volodymyr Zelensky a accusé Moscou d'avoir commis de nombreuses atrocités dans cette région. Les enquêtes ont déjà documenté plus de 400 crimes de guerre dans la région de Kherson. Les corps des tués sont retrouvés, ceux de civils et de militaires. Dans la région de Kherson, l'armée russe a laissé derrière elle les mêmes atrocités que dans d'autres régions de notre pays où elle a pu entrer. Nous allons sans doute trouver et amener à la justice chaque meurtrier. Des accusations que le président ukrainien promet de porter devant les dirigeants du G20 qui se retrouvent cette semaine à Bali en Indonésie. Cette réunion des 20 premières puissances économiques du monde se tient du mardi au mercredi. Nous nous préparons déjà activement à une semaine importante pour l'Ukraine, une semaine diplomatique. Le sommet du G20 se tiendra en Indonésie et notre position y sera présentée. Ce sera très significatif. Nous donnerons des réponses à de nombreuses questions qui sont soulevées actuellement, des réponses publiques, pour être entendues par tout notre peuple, tous nos partenaires, tous ceux qui nous soutiennent. Les dirigeants du G20 se réunissent pour la première fois depuis le début de l'offensive russe en Ukraine le 24 février. Plusieurs chefs d'État comme Emmanuel Macron sont arrivés à Bali ce lundi. Le grand absent à cette réunion sera le président russe Vladimir Poutine. Mais il ne sera pas pour autant oublié dans les discussions de cette réunion. Un entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et son homologue russe devrait avoir lieu après la réunion du G20. Le choix de maintenir le dialogue avec Moscou se justifie selon l'Élysée par la complexité de la situation. Nous sommes dans une situation complexe. D'abord car la Russie est membre du G20 et aussi car le G20 n'est pas le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'a pas compétence à traiter des enjeux de sécurité ou de paix internationale. C'est un club de coopération économique avant tout. Sur le front, la Russie perd du terrain. Ses soldats morts au combat se comptent par milliers d'après les États-Unis ou encore l'Ukraine. Parmi les militaires morts au front, un Zambien. Ce lundi, le gouvernement de son pays a annoncé son décès. Le jeune Zambien, étudiant en ingénierie nucléaire de 23 ans, serait mort au combat le 22 septembre. Il purgeait une peine de prison en Russie, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères de la Zambie, qui a demandé des explications à Moscou. Le président Joko Widodo, en ouvrant le sommet du G20, a appelé à mettre fin à la guerre, mettant en garde contre le risque d'une nouvelle guerre froide dominée par l'invasion russe de l'Ukraine. On l'écoute. Être responsable ici signifie aussi que nous devons mettre fin à la guerre. Si la guerre ne prend pas fin, il sera difficile pour le monde d'aller de l'avant. La population mondiale qui dépasse les 8 milliards d'habitants, les États-Unis qui offrent 10 millions de dollars pour des informations sur les chefs Shebab en Somalie et l'Union européenne qui va livrer au Burkina Faso entre 400 et 800 tonnes de fournitures essentielles. C'est le reste de l'actualité préparée pour vous par Lorraine Mabou.
Selon l'ONU, la population mondiale dépasse depuis ce mardi 15 novembre les 8 milliards d'habitants. Cette croissance démographique sans précédent résulte d'une augmentation progressive de la durée de vie grâce aux progrès réalisés en matière de santé publique, de nutrition, d'hygiène personnelle et de médecine. Alors que la Terre a compté 2,5 milliards d'habitants en 1950, elle n'aura mis que 12 ans pour passer de 7 à 8 milliards. Selon les estimations, il lui faudra environ 15 ans pour atteindre les 9 milliards. Nous serons alors en 2037. Les États-Unis ont annoncé qu'ils offraient jusqu'à 10 millions de dollars de récompenses pour des informations permettant d'identifier ou de localiser 3 chefs islamistes radicaux Chebab en Somalie, pays théâtre d'une recrudescence d'attaques ces dernières semaines. La récompense concerne également toute information pouvant conduire à la perturbation des mécanismes financiers des Chebab. Cette annonce intervient alors que les Chebab ont juré la perte du gouvernement fédéral soutenu par la communauté internationale. Ces dernières semaines, plusieurs attentats ont frappé le pays. La dernière en date étant un double attentat à la voiture piégée dans la capitale Mogadiscio le 30 octobre. L'attaque a fait 121 morts et plus de 300 blessés. L'Union européenne va livrer au Burkina Faso entre 400 et 800 tonnes de fournitures essentielles sur une période de 3 mois. 1 million de personnes vivent actuellement dans des zones sous blocus au Burkina Faso. Certains sont sans vivres depuis plusieurs mois. Un pont aérien humanitaire a été lancé le 11 novembre. L'aide humanitaire de l'Union européenne au Burkina Faso se concentre principalement sur l'aide alimentaire, la santé, la nutrition, la protection, les abris d'urgence, l'accès à l'eau et à l'assainissement et la protection des personnes dans le besoin. La détérioration de la situation humanitaire dans le pays a poussé l'Union européenne à débloquer 2,5 millions d'euros supplémentaires pour répondre rapidement aux besoins d'abri des populations nouvellement déplacées et pour la fourniture d'articles de première nécessité. Allez, on termine cette édition avec un match de la paix qui s'est joué au Stade olympique de Rome. Un match en hommage à la légende argentine Diego Maradona. Et il y avait du beau monde puisque Gianluigi Buffon, Ronaldinho ou encore Eric Abidal étaient présents. Bon, on ne connaît pas le score, mais est-ce que c'était ça le plus important? Pas sûr. Et c'est la fin sur ce superbe but. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de la mi-journée. Bonne journée à tous. À demain. Au revoir.